Professeurs, syndicats et assistants de vie scolaire du lycée Balata ont une nouvelle fois fait grève. Après la manifestation du 2 octobre dernier, l'intersyndicale a appelé les enseignants à ne pas travailler aujourd'hui. Parmi leurs revendications, 2 points principaux n'ont pas encore été réglés. Le manque d'assistants de vie scolaire et la sécurité aux abords de l'établissement. Alors sur les questions de sécurité, on n'a pas tout à fait obtenu satisfaction puisque là on est en train de se battre sur les surveillants de vie scolaire qui justement ont un impact sur la sécurité. C'est-à-dire que lorsqu'on ne peut pas ouvrir le lycée avant l'entrée des élèves ou garder des surveillants après la sortie des élèves, ça pose un problème de sécurité. Nous, il faut que le rectorat réponde par des surveillants en plus, nous on demande des assistants d'éducation pour que les problèmes de sécurité puissent mieux être gérés. On a une autre forte revendication qui est en cours, mais nous on va avoir des points supplémentaires. C'est le non-fonctionnement de notre direction. Là, on voit bien que tout est un peu lié. Tous les problèmes qu'on a eus depuis le début de l'année sont liés au non-fonctionnement de cette direction. Donc là-dessus aussi, il y a un point fort de revendication. On va voir si un certain nombre de cadres qui sont actuellement sur le dossier peuvent être vus par les collègues. Maintenant, nous, on a assez parlé. On peut réexpliquer, mais on a assez parlé. Maintenant, le rectorat doit répondre à nos besoins. Une vingtaine de manifestants se sont rassemblés devant le rectorat. Une délégation de 8 personnes a été reçue ce matin par le secrétaire général afin de trouver des solutions. On a parlé de violence, de transport, de restauration scolaire, de travaux sur l'établissement, etc. Mais il y avait 4 points un peu durs, j'allais dire, sur lesquels il a fallu parler, parlementer, négocier, et en particulier le point de la vie scolaire, puisque la vie scolaire est face à des difficultés qui ne sont pas seulement internes, mais externes à l'établissement. On sait très bien qu'au portail de l'établissement, il peut y avoir des difficultés avec des rassemblements d'élèves. Et donc là, j'ai voulu les rassurer en leur disant qu'on allait d'abord les aider par la fourniture d'un moyen, on a mis tout de suite un CPE en place qui sera dès demain d'ailleurs jusqu'à la fin de l'année scolaire pour renforcer l'équipe et puis permettre de recruter des CEI puisque vous savez que nous avons des moyens en contrat aidé et donc nous avons la possibilité de recruter 7 CEI sur Balata, ce qui va être fait dans les 2 mois à venir. Une alternative qui ne convient pas à l'ensemble des grévistes, la majorité d'entre eux a décidé d'exercer un droit de retrait demain matin. Après l'activité spatiale, l'exploitation aurifère représente le 2e secteur d'activité de la Guyane. Le département s'inscrit dans un ensemble géographique dont le potentiel est reconnu mondialement. Mais l'extraction de l'or est un métier difficile qui demande réflexion avant de s'engager. Depuis lundi dernier, la grappe d'entreprise Orchidée organise des formations sur site au métier de la mine à Saint-Élie. Alors cette formation elle est destinée aux primo-accédants, ce qu'on appelle primo-accédants, c'est ceux qui souhaitent se lancer ou se relancer dans la filière minière pour essayer de leur donner les bases et les sensibiliser un peu à tous les domaines auxquels ils vont être confrontés pour répondre aux aspects réglementaires. Alors ces bases elles vont de la prospection, donc la caractérisation du gisement, reconnaissance, jusqu'au suivi de chantier, remise en état. Donc, évidemment beaucoup d'aspects réglementaires, mais également méthodologie d'exploitation, méthodologie de prospection, gestion d'entreprise, etc. 12 stagiaires ont été sélectionnés pour participer à cette formation introductive aux techniques minières, des primo-accédants ou des exploitants déjà installés. Alors effectivement, pour cette session, on a eu 29 personnes intéressées pour 12 places. Donc on peut voir qu'il y a un engouement pour l'activité, mais il faut savoir que on ne peut pas se lancer comme ça, c'est un vrai métier avec des techniques, des savoirs. Pour ces stagiaires, il s'agit de s'imprégner de la réalité du métier et être au plus près du terrain. C'est vraiment plus que j'imaginais. C'est quelque chose que ça fait du bien, moi. Je profite même pour inviter que les gens viennent, qui s'adressent au PTMG, qui s'adressent à Orchidée, même les opérateurs miniers qui sont déjà installés. Il faut faire cette formation parce que ça nous apporte beaucoup de connaissances au niveau, en tout, en fait. Tout ce qu'on a besoin, cette formation nous apporte. C'est de nous donner des clés, les armes en fait pour apprendre au mieux en fait cette création-là, d'être accompagné, de ne pas avoir de zones obscures, de ne pas passer à côté des choses importantes et du coup de pouvoir assurer derrière la création dans de bonnes conditions. Ils montrent le vrai côté de l'exploitation minière et ils font tomber les a priori et tout ce qu'on peut penser éventuellement quand on n'est pas du tout de ce métier. Alliés théorie et pratique, tous les métiers sont présentés. La formation est destinée davantage à l'exploitation de sites alluvionnaires moins coûteux quand on se lance. Ce matin, à l'avenue Pasteur, près de 40 familles se sont fait expulser. 115 personnes de 11 nationalités différentes occupaient illégalement les habitations. Ils étaient majoritairement en situation régulière.
Non, sur les 115 personnes, il y avait 3 personnes qui étaient en situation régulière. Tous les autres ont des papiers, alors avec des cartes de séjour qui arrivent à terme, avec des ordonnances de quitter le territoire, mais ils avaient quasiment tous, à 95%, des papiers en règle. Selon la préfecture, cela fait près de 2 mois que les ressortissants sont informés de cette action. Mais durant l'opération, une bonne partie se disait surpris et semblait ne pas savoir où s'installer dans les prochains jours. Comme un réfugié, tu comprends? Bon, comme nous, notre papier fini, on n'a pas de conditions pour habiter, pour payer l'OMAN, pour faire ça. Même il n'y a pas de droit pour travail pour nous. Et là, en fait, on ne sait pas ce que nous faire, on habite comme ça. Ce soir, nous dormons, je ne sais pas, aucune idée. Par contre, ma belle-sœur, c'est la première dame qui est venue ici, habiter dans la maison qu'elle a. Elle a 4 enfants, ils ne sont pas allés à l'école, rien du tout. Elle a demandé pourquoi ils ne sont pas donnés à elle des sous pour elle se déplacer. Ils ne sont pas donnés à rien, ils ne sont même pas donné une semaine pour se déplacer. Alors, elle ne sait pas où va aller maintenant avec les enfants. Il va aller voir l'assistance sociale pour voir s'il a pu aider. 13 familles ont reçu une aide exceptionnelle de 5 000 € chacune pour le déménagement. Selon les services de l'État, les autres familles auraient refusé cette aide. Devant l'impossibilité de disposer pour l'intégralité des personnes d'un jugement avec un titre exécutoire permettant à un moment donné d'avoir le recours à l'autorité de la charge publique, il a fallu essayer de trouver pour ceux qui n'étaient pas dans ce spectre-là, qui n'étaient pas concernés par ce dispositif, un dispositif du type transaction, c'est-à-dire qu'on est parti sur un contrat rédigé par un avocat en disant voilà, si vous partez de votre plein gré, de votre propre chef et inconditionnellement, vous aurez une indemnité de 5 000 €. D'autres actions telles que celle-ci devraient avoir lieu plus régulièrement sur le territoire. Rendre les espaces occupés aux mairies est un défi à relever par la préfecture. Il faut quand même rappeler les fondamentaux. Il y a des lois en France. Il y a une loi sur le droit de propriété et on n'a pas le droit de s'installer dans un endroit et puis ensuite d'utiliser les lieux. Et moi, je suis là pour faire respecter les lois. Dans les prochaines semaines, les 7 maisons et le carbet situés sur le terrain de près de 8000 m² seront détruits. La mairie n'a pas encore décidé de quelle façon il sera réaménagé. Des projets sont en cours d'analyse. Il y a plusieurs projets en vue, soit un hôtel 5 étoiles avec piscine débordante, aquarium, soit des logements de grand standing, puisque vous savez qu'avec la crise budgétaire, les communes doivent être imaginatives, donc créer une solvabilité et donc grand standing, et puis l'aquarium, parce que la mairie de Cayenne y tient. Sur l'île de Cayenne, près d'une 50aine de maisons sont occupées illégalement. L'accès aux soins hospitaliers en Guyane reste encore et toujours un point sensible. Selon une étude sortie ce matin par l'INSEE en partenariat avec l'ARS, le temps d'accès aux urgences est toujours trop long. Plus de 50 000 Guyanais demeurent à plus de 30 minutes d'un service d'urgence. Alors, le temps d'accès moyen pour la Guyane, mais c'est une moyenne, c'est un quart d'heure, hein, c'est 16 minutes exactement, pour 15 minutes constatées au niveau national. Par contre, pour 10% de la population, le temps s'établit à plus de 3 heures. C'est le temps moyen pour un aller-retour et la préparation et le conditionnement par une évacuation héliportée dans les zones les plus éloignées en Guyane. Les habitants des régions isolées sont les plus concernés par cet accès compliqué au centre de santé. Pour le directeur de l'ARS, plusieurs objectifs doivent être encore relevés. Qu'on puisse continuer le renforcement d'abord des soins de proximité, chaque fois que c'est possible d'avoir, y compris pour des soins non urgents, mais programmer le déplacement de spécialistes régulièrement dans les centres de proximité, et puis améliorer encore, notamment par les transports héliportés. On a un doublement de l'hélicoptère avec le Dragon désormais qui sécurise les évacuations en cas d'urgence. D'autres solutions ont également été mises en place pour pouvoir être rapidement prises en charge. D'abord le renforcement des CDPS, des centres de proximité, avec des déplacements de spécialistes plutôt que faire se déplacer les gens pour des consultations, pour des examens. C'est des spécialistes, notamment des pédiatres, qui viennent 1 ou 2 fois par mois dans les CDPS, y compris les plus reculés en Guyane. Cette étude permettra de se baser sur des chiffres réels pour mettre au point la nouvelle programmation, d'autant plus que le plan régional de santé se termine en 2015. « 12 communes guyanaises sont désormais en phase 3 de l'épidémie de chikungunya. Une extension géographique a eu lieu ces dernières semaines sur l'île de Cayenne et dans l'ouest guyanais.
En accord donc avec la préfecture, nous sommes passés en phase 3, généralisée pour l'ensemble du littoral jusqu'à la commune de Roura, puisqu'on est désormais à presque 4900 cas évocateurs. Une extension géographique, c'est le fait nouveau qui explique aujourd'hui qu'on soit passé en phase épidémique au-delà de la seule île de Cayenne, puisqu'il y a désormais une circulation du virus qui s'est beaucoup intensifiée, en particulier à Saint-Laurent-du-Maroni. Parmi les communes concernées, Saint-Laurent, Roura, Matoury, Macouria, Rémière-Montjoly, Kourou, Mana, Sinamari et d'autres. C'est la reconnaissance d'un stade d'épidémie, ce qui était déjà le cas sur l'île de Cayenne, mais qui désormais s'élargit géographiquement, avec la possibilité ultérieurement de faire face à des renforcements de prise en charge si ça s'avérait nécessaire, bien sûr. Le nombre de cas de chikungunya recensés depuis décembre 2013 s'élève à près de 5000 sur le territoire guyanais. La Fondation UAGGBH organisait son 4e forum étudiants des métiers et carrières ce matin à l'Université de Guyane. Ce forum s'adressait aux étudiants de l'université, de l'EGC, de BTS et de classes préparatoires. Mais quelques diplômés ont aussi fait le déplacement. Du travail et puis des contacts, je pense que c'est le but de ce forum. Donc voilà pourquoi je suis ici. Je ne suis plus étudiante, mais je pense que comme tout le monde, ici je recherche effectivement un travail et puis pourquoi pas une opportunité. Et je suis venue au Forum des métiers pour proposer ma candidature, étant donné que les recruteurs sont tous réunis ici aujourd'hui. Donc ça me permet d'éviter d'aller à gauche et à droite pour déposer des candidatures. Et donc voilà. Pendant toute la matinée, ils ont pu assister à différents ateliers métiers animés par des enseignants entourés de 40 professionnels afin de mieux appréhender leur formation et carrière. Alors il y a plusieurs champs thématiques concernés aujourd'hui. Ça concerne à la fois le secteur de la banque, mais ça concerne aussi les métiers du droit. Nous avons une palette relativement large, le programme est très étendu et on a une diversité d'entreprises présentes qui couvrent beaucoup de domaines d'emploi. Les étudiants et demandeurs d'emploi ont pu également rencontrer en entretien individuel des managers et responsables ressources humaines sur les stands des entreprises. Il y a des retombées positives parce que déjà, il y a des entreprises qui cherchent des stagiaires. Donc, c'est des premiers contacts en vue de recrutement pour une première expérience. Ça, c'est essentiel. Ce qui est positif également, c'est qu'on essaye vraiment de leur faire comprendre que faire des stages, se mobiliser pour son avenir professionnel, c'est essentiel pour justement le réussir. L'objectif de l'édition 2014 était de renforcer l'accompagnement des étudiants pour leur permettre de réussir leur premier contact avec le monde de l'entreprise. Un premier pas pour les étudiants en recherche de stage. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem, s'est posée cet après-midi sur le territoire guyanais. Arrivée à l'aéroport Félix Éboué, elle a été accueillie par des officiels locaux. Petite cérémonie avant de reprendre l'hélicoptère direction Kourou pour une visite du centre spatial et pour assister au lancement d'Ariane 5. Au cours de son déplacement, la ministre visitera également des établissements scolaires et universitaires où elle rencontrera étudiants et équipes éducatives. Après son séjour dans le département, Najat Vallaud-Belkacem repartira ce dimanche. Le tribunal administratif de Cayenne examinait aujourd'hui le recours déposé pour l'annulation des élections municipales et communautaires de Matoury. Plusieurs motifs sont évoqués dans la demande d'annulation. La manifestation des sapeurs-pompiers à quelques jours du premier tour, le déploiement d'une banderole jugée polémique sur la question foncière et surtout la liste déposée par Gabriel Serville en préfecture qui ne correspondait pas au bulletin de vote distribué. Je rappelle que 45 voix ont séparé les deux candidats arrivant au deuxième tour. Il me semble que le juge doit annuler les opérations électorales car les électeurs se sont prononcés sur la base d'une présentation, d'une liste qui n'est pas celle réellement déposée en préfecture. Je pense qu'on ne peut pas écarter l'hypothèse d'une manœuvre. On a donné pensée aux électeurs que Mme Haidt était candidate, que Mme Robinson et M. Castor ne l'étaient pas. Les partisans de M. Castor n'auraient pas supporté qu'il ne soit pas candidat si Mme Robinson l'était. Et inversement, Mme Robinson n'aurait pas pu être candidate si M. Castor ne l'était pas. Là, on a mis Mme Haidt, peut-être pour dissimuler le fait qu'en fait Mme Robinson était vraiment candidate, mais que M. Castor ne l'était pas.
Selon l'avocat de défense, le changement de la position des noms sur le bulletin de vote est une simple erreur qui ne peut être qualifiée comme une manœuvre pour manipuler les lecteurs. Vous constaterez aussi que même la commission de propagande électorale qui valide les bulletins n'a rien vu. Et les gens, pendant le vote, on a les procès-verbaux, il n'y a pas une seule observation. Personne ne l'a dit, mais je ne comprends pas ce bulletin, il y a un problème sur ce bulletin. L'idée de M. Roumillac, c'est de venir, dès lors qu'il y a peu de voix, forcément le scrutin n'est pas sincère. Si, le scrutin est sincère, et nous n'avons pas voulu, nous, attaquer tout ce qu'a fait M. Roumillac, les trois banderoles, le camion avec la sono, etc. Présent au tribunal, Jean-Pierre Roumillac, ancien maire de la commune, se dit confiant sur le résultat de l'audience. Je suis très confiant et serein puisque nous sommes dans une démarche démocratique et puis les faits sont là. Nous faisons simplement de relater les faits et je pense que la décision appartient au tribunal. Mais bien sûr, nous avons quand même exposé des faits concrets et qui sont, je dirais, irréprochables et imparables. Les choses sont concrètes. Donc finalement, on attend avec sérénité puis on verra. Un deuxième recours en annulation des municipales a aussi été examiné pour la commune de Saint-Laurent, recours déposé par Robert Vif. Le candidat n'a pu faire enregistrer sa liste car un de ses colistiers figurait déjà sur la liste de Léon Bertrand. Le jugement des deux audiences, soit l'annulation de l'élection municipale sur les communes de Matoury et de Saint-Laurent, sera rendu jeudi prochain. En visite officielle en Guyane, Najat Vallaud-Belkacem a démarré son séjour hier à Kourou, où elle a assisté au lancement de la fusée Ariane 5 et passé la soirée en compagnie de personnalités locales. Pour son premier déplacement dans le département, la ministre de l'Éducation nationale est ensuite revenue dans le chef-lieu pour faire le tour des établissements scolaires et faire part de sa politique destinée à améliorer le système éducatif en Guyane. Reçue à l'Université de Guyane, la ministre a inauguré le bâtiment de la vie étudiante, puis elle a échangé avec les étudiants et les enseignants, l'occasion de montrer comment le gouvernement accompagne cette université qui sera autonome dès le 1er janvier 2015. Nous l'accompagnons de fait financièrement, ne serait-ce que par cette création de postes. J'ai précisé que 60 postes, donc d'ici 2017, c'est des postes qu'il revient à l'université de savoir comment les utiliser. C'est d'ailleurs un beau témoignage de confiance que nous faisons à l'université. C'est à elle d'identifier ses besoins. Nous estimons, nous, qu'il faut que nous investissions dans l'accompagnement des étudiants, donc que certains de ces postes doivent sans doute être utilisés à orienter mieux les étudiants, à les accompagner, à les accueillir, et donc l'université y veillera. Najat Vallaud-Belkacem s'est ensuite rendue au collège Justin Cataillé. Accueillie par une classe de cinéma, la ministre est également revenue sur le problème de décrochage scolaire en Guyane et elle a rappelé l'importance des établissements d'éducation prioritaires. Nous voulons donner un coup de pouce particulier à ces établissements qui cumulent les difficultés sociales. Et en Guyane, je vous le dis, quasiment tous les collèges seront, à partir de la rentrée prochaine, inscrits en éducation prioritaire. C'est vraiment des établissements dans lesquels on mettra le paquet pour éviter que les élèves ne décrochent et au contraire pour faire réussir chacun d'entre eux. Après une journée consacrée à l'éducation avec la visite de plusieurs établissements, la ministre se penchera demain sur l'aspect recherche en se rendant notamment à l'Institut Pasteur pour inaugurer le pôle Amazonia. Mardi, les 105 occupants du squat de Lange-Chaton se sont fait expulser. Sur les 47 familles, 13 ont reçu une indemnisation de 5 000 € pour un total de 65 000 €. Une somme qui suscite des réactions et soulève quelques interrogations. L'affaire du squat de Chaton interpelle à plus d'un titre. Premier élément, il pose le problème de l'accès au logement pour tous. Deuxième élément, c'est le principe constitutionnel et des droits de l'homme qui permettent à chacun d'avoir le même niveau de droit. Et donc, dans cette affaire, les fameux 5 000 € qui ont été octroyés par un privé, nous dit-on, à quelques familles, posent l'inéquité par rapport aux autres. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous nous indignons d'une telle situation. Officiellement, ce terrain appartient à l'État qui entend rapidement le vendre à la mairie de Cayenne. La mairie de Cayenne, à son tour, ferait valoir son droit de propriété avant de rétrocéder ce terrain fraîchement acquis à un promoteur immobilier. Il se dit qu'il serait engagé dans une discussion avec la ville de Cayenne pour porter un projet. Dans quel cadre?
Je suis conseiller municipal d'opposition. Je n'ai pas entendu parler officiellement en conseil municipal, le seul lieu souverain de la décision dans la commune, de cette affaire. C'est l'opérateur privé Félix Otamché qui a réglé la prime de départ de ces 13 familles dans le cadre d'une opération de réappropriation de terrains appartenant toujours à l'État. Joint par téléphone, l'homme d'affaires confirme avoir un projet d'aménagement sur la parcelle libérée et déclare aussi qu'il n'y a eu aucun engagement ni de l'État ni de la mairie de Cayenne en sa faveur suite à son acte de bon samaritain.